L'équipe autour de moi en direct jusqu'à 9h. Il y a Jules qui est là. Salut Vivi. Il y a DJ First Mike. Salut. Il y a Geoffrey à la réal. Salut. Il y a Lucas au standard. Salut. Il y a Tom derrière les réseaux. Hello. Et notre invité ce matin, c'est Hugo Clément. Salut Hugo. Salut. Salut Hugo. Alors on te voit partout sur France 5 avec l'émission Sur le front, sur France Inter aussi, sur les réseaux avec ton média Vakita, dans les librairies. Tu es de retour dans les librairies avec cette magnifique BD qui s'appelle Le théorème du Vakita et qui nous questionne sur notre rapport à la biodiversité. On va en parler pendant 1 heure, ça va être passionnant. Pendant 1 heure. Pendant 1 heure, tu as 1 heure. Incroyable. Alors je suis obligée de te poser la question, on va planter le décor quand même. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le théorème du Vakita ? Ouais, bien sûr. Alors le Vakita, c'est un petit cétacé de la famille des marsouins, donc c'est comme un dauphin mais en plus petit. Il a une tête très mignonne, on dirait un peu un panda des mers. Il a du noir autour des yeux et il ne vit que dans un seul endroit sur cette planète, c'est la mer de Cortés au Mexique. Et il en reste entre 10 et 12 des Vakita. Pas entre 10 et 12 000, hein, entre 10 et 12. Donc on est vraiment sur une espèce qui est l'espèce la plus menacée du monde pour les cétacés et qui est au bord de l'extinction. Et en fait, le théorème du Vakita, qui n'est pas du tout un théorème scientifique, hein, c'est une métaphore que j'ai prise, c'est pour expliquer pourquoi on est lié à ces espèces qui disparaissent parfois à l'autre bout du monde. Et en fait, je prends l'image d'une maison pour expliquer ce que c'est la biodiversité. C'est comme une maison dans laquelle on habite tous. Chaque brique de cette maison est une espèce. Et si on enlève quelques briques, il ne se passe rien. S'il y a quelques espèces qui disparaissent, ça ne change rien. On se rend compte de rien. La maison tient. Mais le jour où on enlève trop de briques, la maison s'effondre et on meurt tous ensemble. Et en fait, cette image, ce théorème du Vakita, c'est pour expliquer qu'on a besoin des autres espèces, des autres animaux pour vivre tout simplement et qu'on ne peut pas régner sur un cimetière. Et malheureusement, on se dirige un peu vers ça aujourd'hui. On est en train d'éliminer la vie sauvage. Dans ton livre, on retrouve aussi l'esprit de ton émission sur France Télévisions, Sur le front. Et on a l'impression que c'est un projet qui est dans ta tête depuis pas mal de temps. Tu as eu l'idée de ce projet quand, de ce roman? Alors, le roman, on a eu l'idée avec Isabelle Saporta et Damien Bergeret des éditions Fayard il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Donc, c'est assez récent. Moi, c'est vraiment un rêve de gamin de faire une BD. J'avais vraiment envie de mettre avec ce format-là tout ce que je voulais raconter parce que ça permet de rendre plus accessible aussi les gens qui n'aiment pas forcément lire des bouquins. Une BD, ça se lit plus facilement, plus rapidement, c'est plus pédagogique. Les images sont parlantes aussi. Alors les images, je vais citer Dominique Mermoux qui est le dessinateur, qui a fait vraiment un travail fabuleux. Ses dessins sont incroyables. Je vous invite à découvrir les autres livres aussi qu'il fait. Et puis Vincent Ravalec qui nous a aidé à faire qui a fait le scénario avec nous. Et donc ça permet vraiment, je pense, de faire passer ces messages-là auprès d'un public qui achèterait pas forcément un bouquin classique ou qui regarde pas forcément les émissions à la télévision, et notamment pour les plus jeunes. Alors le livre s'ouvre sur une citation d'un excellent écrivain qui nous a quittés cette année, Milan Kundera. Il disait: le véritable test moral de l'humanité, ce sont les relations avec ceux qui sont à sa merci, les animaux. Donc là, c'est clair, on a foiré le test en fait. En tout cas, pas tous, parce qu'il y a heureusement des humains qui passent ce test, mais ce que dit Milan Kundera, c'est que on n'a pas de fierté à retirer de bien se comporter avec les humains, parce qu'en fait, c'est normal de bien se comporter avec les autres humains, avec les femmes et les hommes, c'est normal de bien se comporter, de pas les maltraiter, et donc il faut pas qu'on en tire un orgueil, qu'on dise regardez, je suis quelqu'un de formidable parce que je me comporte bien avec les humains, c'est normal. Par contre, bien se comporter avec des espèces qui sont différentes de nous, qui sont, comme il le dit, à notre merci, c'est-à-dire qu'on a finalement malheureusement droit de vie ou de mort sur eux. Ça, c'est vraiment le test moral, c'est de savoir est-ce que avec les gens qui sont plus faibles, avec les êtres qui sont plus faibles que vous vous comportez de manière convenable. Et aujourd'hui, effectivement, avec les animaux, je vais vous donner juste un chiffre. En France, on abat 3 millions d'animaux par jour. 3 millions par jour, ça fait 2000 par minute, juste pour la consommation. Donc des poulets essentiellement, des cochons, des vaches, etc. Quand on abat 3 millions d'animaux par jour, avec une telle cadence, dans des élevages qui sont la plupart du temps intensifs, on ne respecte pas les animaux, on les fait souffrir énormément, alors qu'un cochon, c'est un animal qui ressemble beaucoup à un chien. Si vous demandez aujourd'hui aux gens, est-ce que vous seriez capable d'égorger votre chien, de le faire cuire au barbecue, d'enfermer votre chat dans une cage minuscule toute sa vie, la plupart des gens vous répondront non, c'est horrible, on fait pas ça. Et pourtant, c'est ce qu'on fait avec les poulets, c'est ce qu'on fait avec les cochons. Un cochon, si vous l'élevez comme un chien, il se comporte comme un chien, il répond à son nom. Moi, j'ai rencontré beaucoup de cochons domestiques, ils se mettent sur le dos pour avoir des gratouilles. C'est des animaux qui sont très intelligents, qui n'ont rien à envier aux chiens en termes d'intelligence, et on se permet aujourd'hui de les traiter vraiment de manière abominable. Moi, ce qui m'a rendu végétarien, c'est ce que je raconte dans le livre, c'est d'aller dans un élevage intensif de cochons, d'aller voir comment on traite ces animaux-là dans des cages tellement petites qu'ils peuvent même pas se retourner, pour les truies par exemple, dans des enclos où ils sont des centaines collés les uns aux autres, où ils n'ont jamais accès à l'extérieur.
Ça, c'est 95% des élevages de cochons aujourd'hui. 95% des cochons élevés en France n'ont jamais accès à l'extérieur. Jamais. Donc, on est sur de l'ultra-intensif. Et ça, je pense que c'est pas moral et qu'on peut surtout faire autrement. On peut revenir à un élevage plus paysan qui respecte plus les animaux. Ça passe par réduire sa consommation de viande. Alors, on va y revenir parce qu'effectivement, tu en parles dans ce roman graphique. Le titre du premier chapitre est assez dur, mais très juste, je trouve. Une nouvelle guerre mondiale. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce choix et pour le premier chapitre? Alors forcément, quand on voit l'actualité en ce moment avec ce qui se passe en Israël et Palestine, c'est vrai qu'on peut se dire le terme guerre, il est un peu exagéré, c'est pas une vraie guerre. En fait, si la question de la biodiversité est une vraie guerre, y compris au sens militaire, c'est ce que je raconte dans le livre, il y a des lignes de front sur la planète, notamment au Congo, dans le parc des Virunga, où il y a des rangers qui combattent les braconniers des gorilles et qui sont tués régulièrement. L'année dernière, il y a eu plusieurs rangers qui ont été assassinés dans des embuscades. Donc il y a des vraies lignes de front sur la question de la biodiversité. Je parle aussi du Mexique, où le créateur d'un sanctuaire pour les papillons a été enlevé par les cartels, a été assassiné, où il y a des cultivateurs d'avocats qui s'arment, qui se constituent en brigade armée pour lutter contre les cartels. Donc il y a vraiment des guerres sur la biodiversité. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est que l'enjeu de cette guerre mondiale, c'est peut-être le plus grand de l'histoire de l'humanité. C'est tout simplement de savoir si on va pouvoir continuer à vivre sur cette planète, si on va pouvoir continuer à habiter cette planète dans des conditions acceptables. Parce que la biodiversité, c'est ce qui nous permet de manger. Il n'y a pas d'agriculture sans insectes pollinisateurs. Or, on a perdu en Europe 80% des insectes volants en 30 ans. La biodiversité, c'est ce qui nous permet de nous soigner. Nos médicaments, on trouve les molécules dans la forêt, notamment la forêt équatoriale, la forêt amazonienne. S'il n'y a plus de biodiversité, il n'y a plus de médicaments. C'est ce qui nous permet de respirer, la biodiversité. La majorité de l'oxygène qu'on respire aujourd'hui est produit par les océans. Et on sait malheureusement que les océans sont en train de mourir à petit feu à cause de ce qu'on leur fait subir. Donc, sans biodiversité, on est mort. Et si on ne change pas notre manière de nous comporter avec les autres, on va finir comme les autres. C'est un peu le sens de ce livre. Il y a aussi évidemment des solutions parce qu'on n'est pas condamné à ne rien faire. Et ce qui est formidable avec la biodiversité, c'est la résilience de la nature. C'est que dès que vous arrêtez d'exploiter un écosystème, dès que vous relâchez une pression, dès que vous créez par exemple une réserve marine, où vous arrêtez de pêcher, où vous arrêtez d'exploiter les ressources, en quelques années, la vie revient, la biomasse se reconstitue, les animaux reviennent. Et donc, on peut faire quelque chose, on peut agir et il faut absolument le faire. J'ai l'impression que ce problème de biodiversité dont tu parles dans ton livre et que tu expliques très très bien d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un problème qui n'est pas suffisamment mis à l'avant en ce moment. On parle beaucoup du climat et c'est très bien et c'est super important de parler du climat. C'est même complémentaire en vrai. C'est totalement complémentaire. C'est vrai qu'on parle beaucoup moins de la biodiversité alors que c'est peut-être encore plus important et ça nous menace peut-être à plus court terme parce que l'effondrement du vivant autour de nous, comme je l'ai expliqué, on en dépend vraiment pour vivre. On ne peut pas s'adapter à l'effondrement du vivant. C'est impossible. On peut essayer de s'adapter à un réchauffement climatique s'il reste relativement modéré. On peut modifier certaines manières de faire. S'adapter à l'effondrement du vivant autour de nous, on ne peut pas y survivre. C'est impossible. Donc, on n'a pas le choix en fait. Il faut stopper cet effondrement de la biodiversité et ça ne concerne pas que les gorilles, ça ne concerne pas que les papillons, ça ne concerne pas que les dauphins à l'autre bout du monde, ça nous concerne nous, chez nous. Je disais 80% des insectes en 30 ans. En Europe, moi quand j'étais gamin, que je traversais la France, je commence à plus être dans la catégorie jeune, j'ai eu 34 ans. J'ai eu 30... Non mais c'est vrai, bon, voilà, il fait le modeste. Non mais c'est la réalité. Non, je suis plus vraiment un jeune, je suis un adulte quoi, voilà. Et quand j'étais gamin, je traversais la France avec mes parents en voiture pour aller en vacances. On s'arrêtait régulièrement pour nettoyer notre pare-brise parce qu'il y avait plein de petites bestioles qui venaient s'écraser. Aujourd'hui, vous pouvez aller de Lille à Marseille en voiture. C'est vrai, ça. Il n'y a plus rien sur le pare-brise. Les pare-brises sont clean, donc on voit cet effondrement autour de nous. Et les insectes qui s'effondrent, ce sont les oiseaux qui s'effondrent. On a perdu aussi des oiseaux ultra communs dont les populations sont en train de chuter. Donc ça se matérialise autour de nous. Et on ne peut pas rester tout seul à la fin. Ça ne marche pas comme ça. Il y a une stat qui est assez improbable, c'est les scientifiques qui disent qu'aujourd'hui, il y a à peu près la moitié du vivant qui a été décimé à cause des activités humaines depuis la révolution industrielle. Donc, il y en a une autre moi, que je trouve dingue, c'est qu'il y a aujourd'hui plus d'oiseaux enfermés dans les élevages qu'en liberté dans le monde. Celle-là, elle fait flipper cette anecdote. C'est ça, voilà où on en est arrivé. Il y a plus de tigres en captivité que de tigres en liberté dans le monde. Si vous prenez tous les mammifères de la planète, que vous les mettez sur une balance, vous avez d'un côté 96% du poids qui est représenté par les humains et leurs animaux domestiques, et 4% du poids, le poids du vivant, qui est représenté par les mammifères sauvages. Donc il reste 4%
de mammifères sauvages. En termes de biomasse, c'est très alarmant et ça demande une réaction rapide. Alors à cause des activités humaines, tu parles aussi de la pêche industrielle. Beaucoup ne connaissent sans doute pas ce qu'on appelle le bycatch. Ce sont toutes les espèces de poissons qui sont pêchés accidentellement mais qui ne sont pas exploités ensuite. Il y a énormément donc, de poissons qui sont capturés et qui meurent pour rien au final. Et c'est d'ailleurs la couverture du roman, puisqu'on voit ils sont morts pour rien. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Selon le WWF, il y a à peu près 40% des poissons qui sont pêchés qui ne sont pas consommés. C'est-à-dire que quand vous mettez des filets de pêche qui font parfois plusieurs kilomètres, que vous ratissez tout, vous remontez à bord, certes, les poissons que vous allez pouvoir vendre, mais vous remontez aussi à bord des poissons que vous n'allez pas pouvoir vendre parce qu'ils ne sont pas commercialisables, parce qu'ils sont trop petits, parce qu'ils ne répondent pas aux quotas, parce que c'est des espèces que les gens ne recherchent pas. Et donc ces poissons sont morts, une fois qu'ils sont à bord dans le filet, ils sont morts, et ben vous les jetez. Et ça, c'est ce qu'on appelle le bycatch, c'est un espèce d'immense gâchis. Ça se compte en centaines de milliards de poissons. Là, on parle de centaines de milliards d'individus qui sont tués pour rien. Ça concerne les poissons, mais ça concerne aussi les tortues. Ça concerne aussi les dauphins. On le voit en France, juste sur la façade atlantique. On tue à peu près 10 000 dauphins par an en France, avec les filets de pêche. Ça concerne même des baleines dans certaines régions du monde. Donc, le bycatch, c'est vraiment un fléau. Et alors, on entend souvent, faudrait que tout le monde soit végétarien, soit vegan, mais en fait, c'est pas ça. Le message aussi de ce roman, et c'est assez clair, c'est réduire notre volume de consommation. C'est pas compatible et c'est ce qu'on apprend aussi avec un élevage paysan, une pêche artisanale. C'est ça, c'est que moi le message de la BD, c'est pas de dire devenez tous végétariens ou véganes, c'est de faire prendre conscience aux gens que le niveau actuel de consommation, en France c'est 86 kg de viande par an et par personne, le niveau actuel de consommation de poissons ne sont pas compatibles avec un élevage respectueux des animaux et de la nature, ne sont pas compatibles avec une pêche artisanale à petite échelle. Quand on mange autant de viande et autant de poissons, souvent d'ailleurs de très mauvaise qualité, parce que la viande qu'on mange la plupart du temps, c'est pas une belle entrecôte, c'est du poulet dans un sandwich industriel, des plats préparés, etc. Et ben ce volume-là, il implique inévitablement un élevage intensif, il implique inévitablement qu'on pille les océans pour fournir la demande en poissons. Donc on n'a pas le choix, il faut qu'on réduise cette demande-là. Et ce que je dis dans la BD, c'est qu'il vaut mieux avoir des millions de personnes qui réduisent de manière importante leur consommation de viande, qui divisent par 2 ou 3 ou 4 leur consommation de viande, que d'avoir quelques milliers de véganes. En termes d'impact, c'est beaucoup plus efficace. Alors c'est important d'avoir des végétariens pour montrer qu'on peut faire autrement, que c'est possible de vivre très convenablement, c'est mon cas, sans manger de la viande, et d'être très heureux et de trouver beaucoup tout va bien. Toi aussi t'es végétarienne? De trouver beaucoup de plaisir à manger. Moi je mange même probablement beaucoup plus et avec Regarde plus de comme plaisir. on est beau. C'est vrai que vous êtes frais tous les deux. Vraiment sympa, merci. Je reviendrai. On est vraiment bien reçus. Non mais voilà, l'idée c'est de revenir à quelque chose de plus raisonnable. Et quand on regarde ce que faisaient nos grands-parents, nos grands-parents mangeaient pas autant de viande que nous. C'est vrai. L'explosion de la consommation, elle date de ces 50 dernières années. Moi, ma grand-mère mangeait la viande le dimanche, le poisson le vendredi, et basta. Et le reste de la semaine, c'était des plats à base végétale. Tout simplement parce que c'était des plats de luxe, la viande et le poisson. C'était très cher. Aujourd'hui, on en produit tellement dans des conditions tellement industrielles que c'est devenu un bien de consommation courant, très très accessible, et ça a des impacts énormes sur les animaux et aussi sur nous. Et c'est ça qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que par exemple sur la viande rouge, la viande transformée, la charcuterie, le Centre international de recherche sur le cancer classe ces produits-là comme cancérogènes au même niveau de toxicité, dans la même catégorie que le tabac par exemple. On sait que ça augmente énormément les risques de développer des cancers du côlon et certains types de maladies. Donc ça fait du mal à tout le monde, aux animaux, à la planète et à nous. Et des animaux qui sont bourrés de médicaments aussi. Et des animaux qui sont dans les élevages intensifs très faibles et donc qu'il faut supplémenter en médicaments, en antibiotiques. Voilà, il faut revenir à quelque chose de plus raisonnable. Ça ne veut pas dire devenons tous véganes, mais faisons attention à notre consommation. C'est Fawzi, du coup, qui a quelques questions à te poser sur l'actualité, Hugo. Et oui, et notamment le dossier le plus chaud du moment sur le front environnemental, c'est bien sûr, et vous le traitez sur Vakita, c'est la mobilisation de Thomas Braille. Donc c'est un militant qui est opposé à l'autoroute 69 entre Toulouse et Castres. Les travaux ont été suspendus. Il était en grève de la faim et de la soif. Alors comme je disais, toi t'en parles sur tes réseaux et toi tu estimais que c'était une bonne nouvelle en fait, qu'on stoppe ces travaux et d'une manière générale t'es plutôt contre. En fait, pour expliquer un peu aux gens, le projet de la 69 c'est un projet de nouvelle autoroute entre Toulouse et Castres qui va impliquer de raser des centaines d'arbres et de bétonner des terres agricoles, de recouvrir de béton des terres agricoles. Donc c'est une catastrophe pour la biodiversité.
pour créer une autoroute qui va générer toujours plus de trafic automobile et qui va servir à un très petit nombre de personnes. Et les experts qui ont été interrogés dessus disent que c'est complètement surdimensionné pour cet endroit. Il y a eu plein d'avis négatifs des scientifiques, il y a des centaines de scientifiques qui ont fait des tribunes pour expliquer que c'était aberrant. Et donc Thomas Braille, ce qu'il fait avec d'autres militants aussi à ses côtés, c'est qu'il s'accroche dans des arbres qui sont menacés d'abattage pour empêcher tout simplement que les machines détruisent les arbres. Donc c'est de la désobéissance, on va dire, pacifique. Parce que jamais ils s'en prennent aux policiers, jamais ils s'en prennent à des personnes, ils sont très apaisés dans la manière d'agir et moi je trouve ça assez exemplaire parce que autant je trouve que c'est indispensable de se mobiliser contre les projets qui détruisent l'environnement, autant je supporte pas la violence et les modes d'action qui consistent à s'en prendre physiquement à des gens, y compris aux policiers et aux gendarmes, parce que je trouve que c'est totalement inutile et totalement injuste vis-à-vis de ces gens qui font juste leur métier. Donc voilà, je trouve que ce mode d'action qui consiste pacifiquement à s'opposer à un projet qui va détruire la nature mérite d'être salué et d'être soutenu. Alors, qu'est-ce que tu réponds aux habitants de Castres qui sont... il y en a beaucoup qui sont pour parce que... Bien sûr, il y en a beaucoup qui sont pour. De désenclavement, en fait. Oui, alors... et d'autant plus que tu viens de là-bas. Alors, moi, je viens du sud de Toulouse, du Lauragais, d'un village qui s'appelle Pont-Pertusa. Je salue d'ailleurs. Et ils sont nombreux. Ils sont très nombreux, les habitants de Pont-Pertusa. Écoutez Move en ce moment. Non, évidemment qu'on peut comprendre l'envie de désenclavement. Mais ce qu'expliquent les experts, déjà, c'est que cette autoroute, elle va être très chère. Elle sera l'une des plus chères de France, donc ça sera pas accessible aux gens qui sont les plus modestes. Parce qu'il y aura un péage. Bien sûr, elle sera payante cette autoroute et le péage sera très cher. J'ai plus le chiffre en tête, mais ça sera très cher. C'est pour gagner 15 minutes de trajet. Donc on parle pas d'un désenclavement qui va tout changer. Les experts en urbanisme expliquent aussi que ça va se faire ce désenclavement au profit de Toulouse et pas au profit par exemple des entreprises qui sont au centre de Castres, etc. Que ça a tendance à agglomérer les gens dans les grandes villes et à faire fuir les gens des petits centres urbains qui sont un peu plus isolés. Donc il y a beaucoup d'experts qui en parleraient bien mieux que moi, qui expliquent que même en termes de désenclavement, ça n'a pas d'intérêt. La réalité de ce projet, c'est quoi ? C'est que c'est un projet qui a été décidé il y a plus de 20 ans, que les élus locaux soutiennent parce qu'il y a aussi des intérêts économiques. Construire une autoroute, ça fait travailler des entreprises et qu'ils s'accrochent à ce projet alors qu'on est totalement en décalage aujourd'hui avec ce qu'on sait du changement climatique. Il y a 20 ans, on n'avait pas les mêmes informations, il n'y avait pas la même urgence. Voilà. Il faut savoir revenir sur des projets, même quand ils ont été engagés il y a longtemps. Alors Thomas Braille, qui est quand même il est en grève de la faim avec d'autres activistes, grève de la soif aussi. Est-ce qu'on doit ils ont arrêté pour l'instant. Parce que les travaux sont suspendus. Il y a une réunion demain. Mais est-ce qu'on doit en arriver là, des militants se mettre en danger de mort, presque, parce qu'on parle de grève de la faim pour se faire entendre? Moi, si vous voulez, la seule chose pour moi qu'on ne peut pas justifier, c'est l'action violente. Après, la grève de la faim, c'est une action qui est pacifique, qui ne concerne, que les militants qui le font. A raison, mais ça veut dire que quand même qu'on n'écoute personne, en fait, que les politiques nous écoutent pas pour qu'on en arrive là. Oui, en tout cas, ça veut dire qu'il y a besoin d'avoir ce genre de méthodes qui peuvent paraître comme radicales ou extrêmes pour se faire entendre. Et la preuve, c'est que ça marche, puisque c'est uniquement suite à l'annonce de la grève de la soif que la réunion a été décidée, que les travaux ont été suspendus. Donc c'est malheureux, mais souvent c'est une question de rapport de force. Et tant qu'il n'y a pas un rapport de force, y compris médiatique, il ne se passe rien. Et donc je pense que c'est indispensable dans certaines situations d'en arriver là. Mais dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait des concertations qui soient menées de manière beaucoup plus large, parce que transparente. Il faudrait qu'on écoute plus les scientifiques. Moi, c'est surtout ça qui me rend fou, c'est que on parle tout le temps de oui, la science c'est important, etc. Mais en fait, on n'écoute pas les scientifiques. Les responsables politiques, souvent, n'écoutent pas les scientifiques. Quand vous avez des climatologues, des hydrologues, des spécialistes des arbres, des écologues qui vous disent ce projet est une aberration, quand vous avez des membres du GIEC comme Yamina Saeb qui explique qu'il ne faut surtout pas faire cette A69, mais je veux dire, écoutons les pros qui savent de quoi ils parlent, quoi. Arrêtons de faire des trucs aveugles pour des raisons économiques, parce qu'à court terme, l'économie c'est un argument, mais à long terme, la destruction de l'environnement détruit aussi l'économie. Il n'y a pas d'entreprises stables qui font du business, il n'y a pas d'emploi dans un monde qui s'effondre, ce n'est pas possible. Donc même d'un point de vue égoïste et d'un point de vue purement économique, on a intérêt à préserver l'environnement le plus possible. Alors concernant les modes d'action, tu as dit que tu refusais la violence. On a tous en tête les images à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, où il y avait des militants ultra violents. Et Gérald Darmanin avait parlé d'éco
terrorisme. Oui, bah alors là c'est un excès dans l'autre sens. En fait, moi je trouve ça insupportable de jeter des trucs sur les policiers et les gendarmes, et je trouve que rien ne justifie ça. Mais pour le coup, il y a eu des projets qui ont été suspendus. Pas tous, pour les bassines. Non, je pense. Alors, il y a des projets qui ont été suspendus, mais je pense pas que ce soit la violence qui fasse que ces projets soient suspendus. Par exemple, la bassine à la Clusaz, le retenue collinaire à la Clusaz, qui devait être construite à la place d'un bois pour faire tourner des canons à neige, ça a été suspendu, non pas parce que les militants ont été violents, mais parce qu'ils ont occupé le bois de manière pacifique et qu'ils ont empêché les travaux de se dérouler. En revanche, aller balancer des cocktails Molotov sur des gendarmes qui sont payés au SMIC, qui sont là pour faire leur boulot, pour protéger aussi, qu'on le veuille ou non, les Françaises et les Français, parce qu'on est bien content de trouver les policiers et les gendarmes quand on a un problème, et on est bien content de pouvoir aller se porter plainte. Moi, je trouve ça injustifiable. Voilà, je trouve que ça, c'est injustifiable. Après, de là à dire que c'est terroriste, là, on tombe aussi dans le n'importe quoi de l'autre côté. C'est-à-dire que les mots ont un sens. Le terrorisme, c'est ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé avec le Hamas sur les civils israéliens. Ça, c'est du terrorisme. C'est ce qui s'est passé avec les frères Kouachi à Paris, à Charlie Hebdo, au Bataclan. Ça, c'est du terrorisme. Quand il y a quelqu'un qui entre dans une salle de concert et qui tue des dizaines et des dizaines de civils ou des familles entières, c'est du terrorisme. Quelqu'un qui jette un cocktail Molotov sur un policier, c'est inacceptable, c'est illégal, il doit être poursuivi, il doit être condamné. Est-ce que c'est du terrorisme ? C'est un crime. Je pense qu'il faut faire attention aux mots. Pour le cocktail Molotov, on peut peut-être en débattre, mais en tout cas, Gérald Darmanin, il a qualifié de terroristes globalement les gens qui manifestaient contre ces projets-là. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Il faut faire attention aux mots qu'on emploie parce qu'à force de les utiliser pour tout et n'importe quoi, ça n'a plus de sens. C'est plus clair. Et on sait plus de quoi on parle et on dit des bêtises. Donc, c'est inacceptable la violence. Il faut la condamner et il faut punir les gens qui sont violents avec les forces de l'ordre. Mais est-ce que c'est du terrorisme ? Je ne le pense pas. Et jeter de la peinture orange sur Louis Vuitton pour alerter, est-ce que ça c'est acceptable ? C'est de la... C'est rigolo. C'est de la déco. Moi, si vous voulez, alors je trouve pas que ce soit grave, honnêtement. Ils s'en remettront, mais bon, ils s'en quand remettront. Le LVMH s'en remettra de la peinture orange. Je pense qu'ils s'en fichent un peu, mais je pense que ça n'a absolument aucun intérêt. Et je pense que ce genre de méthode ne change strictement rien. Ça rend pas les gens écolos. Ça rend pas les gens écolos. Ouais. Ça incite même les gens à se moquer de la cause écolo, parce que beaucoup disent mais c'est ridicule d'aller jeter de la peinture sur des vitres de protection de tableaux. Ils comprennent pas le message. En vrai. Voilà, le message il est très conceptuel. On n'est pas sur quelque chose de concret, alors que pour le coup aller bloquer des travaux là c'est très concret, on comprend de quoi on parle. Donc je pense pas que ce soit grave honnêtement de jeter de la peinture mais le problème c'est que quand on jette publicité, mais c'est ridicule et ça ne sert à rien. C'est ridicule, mais on en parle dans les médias, et par exemple l'occupation à la Clusaz, personne n'en a parlé. Mais c'est plus efficace au final. Certains en ont parlé, peut-être moins effectivement que les jets de peinture sur les vitres de protection. Les médias doivent d'ailleurs se poser des questions. Est-ce qu'il faut relayer toutes les actions un peu idiotes à mon sens qui passent juste parce qu'on sait que ça va faire du buzz et on parle pas du fond du message, parce que l'argument pour défendre ces méthodes c'est de dire oui mais au moins on en parle. Mais on parle de quoi ? On parle de est-ce que c'est bien ou pas de jeter de la peinture sur des vitres ? La preuve c'est ce dont on est en train de parler. Est-ce que c'est bien ou pas ? On parle pas de pourquoi, on parle pas du fond. Donc on parle pas plus du climat, on parle pas plus de la biodiversité. Les gens ne deviennent pas plus écolos parce qu'on a mis de la peinture sur des tableaux. Voilà, donc moi je pense que ça ne sert à rien. Après c'est pas dramatique et les boutiques s'en remettront. Voilà. Hugo, je voulais aussi parler un peu de toi, de ta méthode. Toi tu es un journaliste militant. Est-ce que déjà tu te définis toi comme ça, journaliste militant ? Moi je me définis comme journaliste et j'assume d'être engagé sur certains sujets. C'est compatible ? Ouais, mais c'est complètement compatible. Enfin je veux dire, c'est vieux comme le journalisme, le journalisme engagé. Quand vous regardez la vieille presse française qui existe depuis des années, entre Libération et Le Figaro, vous savez ce que vous lisez, vous savez ce que vous regardez. Les journaux assument une part d'engagement. Il y a même des journaux qui appellent carrément à voter pour des candidats. C'est le cas du Monde, qui est pourtant un journal de référence, qui appelle au second tour de la présidentielle en général à voter pour ou contre un candidat. Mais toi, t'es plus que ça, toi. Moi, t'es un personnage, t'es un visage. Ça dépend, parce que moi, par exemple, je prends pas parti politiquement. Jamais je vais soutenir un parti politique. Jamais je vais dire il faut adhérer à tel ou tel parti, ce que d'autres journalistes ne se privent pas de faire, ou en tout cas d'autres journalistes défendent clairement des partis politiques. Moi, j'essaye au contraire de mettre la question environnementale au-dessus des clivages politiques, parce que je pense que c'est pas une question qui doit être de droite, de gauche, peu importe. Je pense qu'on doit tous essayer de se réunir sur la question environnementale et
que qu'on soit finalement de gauche ou de droite, on est tous concernés pareil par ce qui va se passer et par l'effondrement de la biodiversité et le changement climatique. Donc moi j'essaye de mettre ça au-dessus des clivages politiques. Mais t'es obligé de rentrer en politique pour changer les choses quand même. C'est pour ça que pas forcément. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense que tu peux changer les choses à plein de niveaux. Tu peux changer les choses. Les entreprises déjà sont des énormes facteurs de changement. C'est-à-dire que tu peux changer à l'intérieur des entreprises beaucoup de choses. Si t'es patron, c'est plus simple. Si t'es patron, c'est plus simple. C'est pour ça que les patrons ont une grande responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui et peuvent aussi être des facteurs de changement importants. Et tu peux aussi changer à travers effectivement les informations que t'importes, l'influence que tu peux avoir sur l'opinion publique. Il n'y a pas que l'action politique qui est un mode d'action. Si t'es député, si t'es ministre, si t'es président, t'as plus de facilité à changer les choses. Bah pas forcément, parce que les ministres au final ils font ce que dit le président. Donc il y a beaucoup de ministres. Non mais moi j'ai mis l'exemple à te donner. Moi le nombre de ministres, je donnerai pas de nom, qui m'ont dit en off, je suis d'accord, mais malheureusement c'est pas moi qui décide. Il y en a beaucoup. Les députés de la majorité qui votent ce qu'on leur dit de voter, ou même de l'opposition, qui votent parce que c'est la consigne de vote contre ce qu'ils peuvent penser parfois. En fait ils peuvent pas changer les choses, ils servent pas à grand chose dans cette manière d'agir. Donc c'est pas forcément parce que tu es en politique que tu peux changer les choses. En revanche, effectivement, les postes de pouvoir réels, le président de la République, les maires de communes, les élus européens, les membres de la Commission européenne, eux ont vraiment le pouvoir entre les mains et peuvent vraiment changer les choses et donc ont une grande responsabilité. Hugo, on va parler de l'art pour sensibiliser avec Mike. L'art et la musique particulièrement parce que tu as monté ton festival. Je déteste l'art. Imagine, merci. Fin de l'interview. Il a confondu avec on a le d'autres questions, t'inquiète pas. Mais t'as monté ton festival de électro pour le coup à Biarritz, avec Oracles, qui s'appelle l'Ocean Fest, qui a remplacé le Big Festival à l'époque. Non, je dirais pas ça parce que c'est pas au même moment, c'est pas le même concept. Ne dis surtout pas ça, je vais avoir des problèmes. Change ta phrase, Mike. Comment ça s'est passé la première édition? Ça s'est très bien passé. Non, l'idée d'Ocean Fest qu'on a monté avec Oracles, qui est un super artiste, si vous le connaissez pas, je vous invite à le découvrir. C'est un festival caritatif. Donc l'idée, c'est de lever des fonds pour des associations de protection de l'océan. Donc la première édition à Biarritz, on l'a fait pour Sea Shepherd, qui est une super asso qui se bat pour les océans. L'idée, c'est simple, c'est des artistes électro en l'occurrence pour la première édition viennent bénévolement, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas de cachet, ce qui est assez exceptionnel, et tous les fonds sont reversés à l'asso et c'était génial. On a eu des super artistes, on a eu Polo et Pan, on a eu The Avener, on a eu Moziman, Synapson, Vitalik, voilà, je vais pas tous les citer, mais Silly Boy Blue, etc. On a eu vraiment des super artistes et on fait une prochaine édition qu'on va annoncer dans les prochains jours. Est-ce qu'il y aura, tu vas l'ouvrir sur du hip-hop ou pas? Alors pourquoi pas? Avec du pas sur la prochaine, parce que la prochaine on a déjà. Mais alors je lance un appel à tous les artistes hip-hop qui nous écoutent, avec grand plaisir, si vous acceptez de venir sans cachet, puisque c'est une participation bénévole des artistes, puisque l'idée c'est de reverser aux assos, avec très grand plaisir, et on serait ravis d'avoir un Orelsan, d'avoir un Booba, d'avoir Big Flo et Oli, d'avoir ce type d'artistes que je connais et que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Donc la prochaine édition, ce sera dans une autre ville que Biarritz, on va l'annoncer bientôt, avec une très grosse affiche. Mais ça reste dans le secteur. Ça sera pas dans le sud-ouest, non. Ça sera dans une autre ville du littoral, sur le littoral atlantique, on va dire, à peu près sur le littoral atlantique. Pas tout à fait. Il y a du à peu près aussi, c'est dur de deviner là. Et on refera une édition à Biarritz en avril prochain. D'accord, tu parlais de Booba justement, écoute cette phase. Le réchauffement climatique. C'est dû à la chatte à ta mère. Tu la connais ou pas celle-là? Bien sûr. Mais pourquoi est-ce qu'on s'en bat autant les couilles de ce problème aussi majeur? Je sais pas si on s'en bat autant les couilles. Mais moi je la trouve géniale la punchline. Enfin bon après voilà, sur le fond drôle. évidemment on va pas. C'est du second degré, c'est du Booba. Enfin je veux dire voilà, on le connaît, on sait que ses textes c'est beaucoup du second degré. Il ne pense pas que le réchauffement climatique c'est dû à la chatte à ta mère. Mais voilà, c'est la grand-mère. Je ne pense pas qu'il le pense en tout cas. Mais non, mais pourquoi, en général, pourquoi tu vois, globalement il y a une thème, forme d'indifférence? Je pense pas que les gens soient indifférents. Je pense que la plupart des gens savent qu'il y a un problème et on le voit bien. Je veux dire, on est en octobre, il a fait 30 degrés il y a 3 jours chez moi. Enfin, c'est pas du tout normal, tout le monde le voit. Mais je pense qu'il y a un sentiment d'impuissance et un peu de résignation. C'est-à-dire que les gens se disent qu'est-ce que je peux y faire? C'est plutôt ça. C'est pas qu'ils s'en foutent, c'est qu'ils disent mais qu'est-ce que je peux y faire? Moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux changer? Et c'est cet effet de résignation-là qu'il faut casser en fait. Parce que oui, à notre niveau, on peut changer. Alors évidemment, tout seul, on changera rien, mais tout seul, plus tout seul, ça changera. Et puis surtout, on peut passer à une échelle d'action
collectif, se mettent tous ensemble, et en l'occurrence, ce que je raconte dans la BD, le théorème du Vaquita, superbe BD que je vous invite à vous procurer. C'est vrai qu'elle est très bien cette BD. C'est On va que, te laisser tout seul. voilà, je vais animer la matinale du Move. 2 moves. Et ce que j'explique, c'est qu'il faut, notamment sur la question des animaux, si on veut avancer et faire que les animaux aient plus de droits, soient mieux défendus, il faut aider les associations de défense des animaux, se regrouper au sein de ces associations, parce que ce qui marche au niveau politique, c'est l'effet de masse, c'est le rapport de force. Et tant que l'association des chasseurs sera plus puissante que l'association des gens qui défendent les animaux, qui sont victimes des chasseurs, et ben ce sont les chasseurs qui gagneront. Voilà. Et si on veut inverser ça, c'est une question de rapport de force. Il y a Lord Esperanza qui rappe ça dans Reste à ta place, écoute. Mais la clause est monétaire, qu'aurait pensé Erasme de la cause humanitaire, à la fois victime et responsable des mutations écologiques. Le monde se meurt, y a plus de logique, mais ils disent que nous restons stables. Les artistes, est-ce qu'ils ont vraiment un rôle à jouer là-dedans ? Bien sûr, ils ont un rôle énorme à jouer, et on le voit, l'impact de la culture sur, alors de la musique évidemment, mais au-delà de ça, du cinéma par exemple. On voit l'impact qu'a eu un film comme Don't Look Up, avec DiCaprio, qui a été vu par des dizaines de millions de personnes, et qui a probablement eu plus d'impact dans le truc de se dire ok, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, qu'un documentaire ou une enquête. Donc évidemment, la culture peut avoir un impact énorme, et les artistes ont un gros rôle à jouer dans ce qu'ils mettent en avant dans leurs textes, dans les prises de parole qu'ils font publiquement aussi, parce que ce sont des influenceurs, ce sont des relais d'opinion, ce sont des gens qu'on écoute, qu'on respecte, et donc ce qu'ils peuvent dire publiquement dans les médias a un impact énorme, et je pense qu'ils ont aussi une responsabilité là-dessus. Tu parlais de cinéma, tu l'as vu le film Acide ? On a reçu Juste Philippot et Laetitia Dush justement. Juste avec Philippot Guillaume qui a réalisé à l'affiche exactement, qui a réalisé le film, et c'est clairement un film catastrophe, tu vois, qui parle qui est basé sur le phénomène réel des pluies acides. Donc les pluies acides, ça existe pour de vrai. Mais est-ce que pour sensibiliser, on est obligé de faire dans le catastrophisme en fait ? On n'est pas obligé, c'est une manière de faire. Après, de montrer, peur, ça, quand t'as peur, je connais pas le film, donc je sais pas si ça correspond à un scénario réel, mais si, je pense que c'est pas faire peur, c'est faire prendre conscience. On va pas mentir aux gens, la situation, elle est grave, et ce qui nous pend au nez, c'est un truc grave, pas cool, qui va avoir un impact énorme sur notre vie, sur celle de nos enfants. Il faut pas en rester là, il faut pas se contenter de dire voilà, c'est horrible, on va tous mourir. Il faut aussi proposer des solutions, et c'est ce que je fais dans le livre, c'est ce que je fais dans les émissions, et je pense que c'est au moins aussi important de proposer des solutions pour que les gens se sentent pas impuissants, mais il faut pas non plus mentir aux gens et dire non, c'est pas grave, tout va bien. J'ai une toute petite question. Est-ce que tu penses pas que les gens ils mettent des œillères justement parce que à leur première approche elle est très catastrophique, ça leur fait peur. Ça leur fait peur, et même s'il y a des solutions proposées qui sont cool, tu vois, et qui sont entre guillemets hyper positives, parfois les gens est-ce qu'ils mettent pas des œillères parce que ça leur parle pas ? Il y a une forme de refus de voir la réalité en face, et c'est pas pour ça qu'il faut pas dire cette réalité, c'est pas pour ça qu'il faut pas la décrypter, donner les chiffres et donner ce que disent les scientifiques, mais il faut aussi dire en même temps ok, la situation est problématique, mais on sait ce qu'il faut faire pour faire en sorte qu'elle soit moins grave. Donc faisons-le, mettons-nous tous ensemble et essayons d'avancer. Mais oui, évidemment, il y a un effet de waouh, qu'est-ce que je vais faire face à ça ? Et il faut lutter contre ce truc. La BD, c'est une façon d'aller chercher les enfants ? Alors les enfants peut-être pas, la jeune génération. Les jeunes, ça s'adresse à partir de 10 ans, je pense. T'as un enfant à 10 ans ? Oui, c'est vrai. Oui, non, c'est vrai. Non, mais je veux dire, c'est plus on l'a plus faite en pensant aux adultes et aux ados qu'en pensant vraiment à des enfants de 5-6 ans. Moi, ma fille, elle a 3 ans et demi. Je pense que c'est pas adapté, quoi. Il y a des belles images. Il y a des très belles images, mais il y a aussi des pages un peu plus violentes, avec la chasse aux dauphins, tout ça. Donc, mais ma belle-fille qui a 13 ans l'a lu et l'a adoré. Donc ça, c'est cool, ça m'a fait très plaisir. Alors cette magnifique BD s'appelle Le théorème du Vaquita. À la fin, il y a un chapitre qui s'intitule Garder espoir. Est-ce que toi, tu es confiant pour l'avenir ? Je suis je suis réaliste. Non mais oui. Confiant, ça serait peut-être m'avancer un peu. Je suis réaliste, c'est-à-dire que je me dis on est encore une fois dans une situation qui est très problématique sur la question des animaux notamment, mais on sait ce qu'on doit faire pour éviter, et on est capable de le faire. Et moi, je suis pas un effondriste. Je crois pas que la solution ce soit que l'espèce humaine disparaisse. Je me dis pas que l'effondrement serait une bonne nouvelle. Je crois en nous. Je crois en la capacité de l'humanité d'être à la fois le pire et le meilleur, parce que c'est ce que je raconte aussi dans cette BD, c'est qu'aux animaux on est les pires, mais on est aussi d'autres humains que je mets en lumière dans le livre, les meilleurs, les gens qui
qui prennent soin de ces animaux, qui les recueillent, qui luttent contre l'élevage intensif, qui préservent les forêts. On est capable vraiment du pire et du meilleur, nous les humains, et je pense qu'il faut qu'on arrive à faire ressortir ce meilleur-là, cette face de l'humanité que j'aime et en laquelle je crois. Et oui, si on y arrive, on s'en sortira et on arrivera à construire un monde plus doux dans lequel nos enfants pourront s'épanouir et être heureux. Merci Hugo d'être passé nous voir. Le roman s'appelle Le Théorème du Vaquita. C'est passionnant et c'est vraiment une très très belle BD. Allez chercher ça absolument en librairie. Merci, tu reviens quand tu veux. Ah bah avec plaisir.